Ça fait plus d'une heure que vous êtes absorbé, attentif, concentré. Je vous propose de prendre soin de vous pendant 1 minute et donc de vous lever. S'il vous plaît. Et de découvrir une méthode qui est la méthode SSSC. C'est une méthode qui est issue des neurosciences. Et en fait, qui part du principe qu'on a l'énergie dans notre corps, c'est juste qu'elle s'est un peu endormie et donc on va la réveiller. Je vous propose d'abord, le premier S, c'est s'étirer. Prenez 15 secondes pour vous étirer. Oula, ça craque de partout, déjà ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Le deuxième S, il est un peu plus spécial, c'est secouer. Je propose de secouer tout ce que vous pouvez secouer, secouez-vous. Voilà, les jambes, les reins si vous voulez. Ok, super, merci. Le troisième S, c'est sauter. Allez, on active l'énergie. Et la dernière lettre, c'est le C de célébrer la joie d'être ensemble ici aujourd'hui. Bravo, ouais! Wouh! Bravo! Ah, ça fait du bien. Vous pouvez vous rasseoir. Hein. Ça fait du bien de prendre soin de ce corps. C'est quand même lui qui nous supporte toute la journée. Accessoirement, il nous ment jamais. Je sais pas si vous êtes d'accord. Et on prend pas toujours beaucoup soin de lui. Qui dans cette belle équipe peut dire, bah moi en tant que dirigeant, j'ai des routines, je fais gaffe et je soigne mon énergie. Qui d'entre vous a envie de lever la main là-dessus? C'est pas mal, bravo, bravo à vous. Pour les autres, franchement, si vous voulez prendre soin de vos équipes, de vos clients, de vos fournisseurs, etc., bah, commencez par prendre soin de vous. Votre énergie, c'est votre bien le plus précieux. Bon, vous l'avez compris, j'ai 12 minutes. Bah, j'ai 0 minutes en fait, j'ai pas de prompteur, donc je sais pas si je vais durer un quart d'heure ou pas. J'ai 12 minutes pour vous parler de CARE. Alors le CARE, c'est quoi? Le CARE, c'est une philosophie de vie. C'est une éthique en action qui a été développée dans les années 80 par une philosophe américaine qui s'appelle Carol Killigan. Et elle dit, en fait, on a tout intérêt dans notre société, elle voyait déjà la société de consommation s'accélérer, et elle dit on a tout intérêt à développer l'art du prendre soin. Prendre soin de soi, prendre soin des autres, et prendre soin de la planète. Sa définition, c'est tout ce qu'on fait pour maintenir, réparer, perpétuer notre monde, de sorte à ce qu'on y vive aussi bien que possible et aussi longtemps que possible. En ce moment, ça vous parle? C'est pas mal. Et donc cette éthique, elle repose sur 2 piliers. Il y a un pilier qui est la vulnérabilité. Nous sommes vulnérables. Notre santé est vulnérable, nos entreprises le sont, nos écosystèmes le sont, notre planète est vulnérable. Et de l'autre côté, c'est le pouvoir d'impact. On a de l'impact. Beaucoup plus qu'on ne le pense. On a de l'impact dans les décisions qu'on prend, on a de l'impact quand on décroche le téléphone, quand on dit bonjour à un collaborateur, on a de l'impact en permanence. Et en fait, on n'a pas toujours conscience de cet impact. Et le fait de prendre à la fois conscience des vulnérabilités et de notre pouvoir d'impact, c'est vraiment de faire un quart de tour dans sa vision du monde et un quart de tour dans ce qu'on a envie d'apporter et de contribuer pour le monde. Globalement, si je devais synthétiser, je pourrais dire c'est de passer des meilleurs du monde aux meilleurs pour le monde. Ça change beaucoup de choses. Cette pensée, elle fait écho aux travaux d'un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Hans Jonas. C'est un philosophe allemand du XXe siècle, qui a connu 2 guerres quand même. Et lui, il parle de la responsabilité. Et en fait, la responsabilité, c'est... moi, dans ma vie, la responsabilité, c'est si je suis responsable d'un truc, c'est que je dois rendre compte. A posteriori, je dois rendre compte de ce que j'ai fait. Je suis responsable d'une équipe, je dois rendre compte que l'équipe est arrivée à l'heure, qu'elle a bien travaillé. Je suis responsable d'un contexte, je dois rendre compte d'avoir fait mes résultats. Et en fait, sa définition à lui, à Hans Jonas, c'est de dire la responsabilité, c'est avoir le souci d'eux. Avoir le souci d'eux. Donc je suis responsable d'une équipe, donc j'ai le souci de cette équipe. Je suis responsable d'un contexte, j'ai le souci de mon contexte. Je suis responsable d'un marché, j'ai le souci de mes clients, a priori. Il a même fait une analogie avec la bombe atomique. Si je développe la bombe atomique en ayant le souci d'eux, en fait, j'arrête de développer la bombe atomique. À un moment, j'arrête, j'y vais pas.
Si je suis responsable de le faire, dans notre version à nous, oui, je vais jusqu'au bout, et on crée des millions de morts. Et puis, il nous invite à aller encore un peu plus en profondeur pour incarner concrètement cette notion de souci d'eux, qui est intéressante. Et il nous dit, en fait, sans doute qu'il faudrait passer de surveiller à veiller sur. Là aussi, dans le genre changement de mindset, c'est intéressant. Surveiller nos équipes, surveiller nos fournisseurs, surveiller ou veiller sur nos équipes, veiller sur nos fournisseurs. Et si je prends un exemple qui n'a rien à voir avec l'entreprise, mais qui est tout près d'ici, à Calais, on en a parlé tout à l'heure pendant la plénière, les migrants. Moi, je suis effaré de voir l'argent qui est dépensé et les moyens qui sont dépensés pour surveiller les migrants, pour être certain qu'à posteriori, il n'ait pas traversé la Manche. Et si on retournait la table, et si au lieu de payer des hélicoptères, des CRS dans tous les sens, etc., pour surveiller, on veillait sur. Si on veillait sur les migrants, ça ferait quoi avec les mêmes moyens? Ça ferait quoi pour la dignité de ces gens qui sont déracinés? Ça ferait quoi pour notre humanité à nous aussi de se retrouver dans un pays où finalement on assume notre humanité jusqu'au bout. Voilà, c'est ça que nous invite à faire Hans Jonas. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait le lien maintenant avec l'entreprise. Moi, ça fait quelques années que je travaille sur cette notion du care. Je l'ai éprouvé en tant que DRH chez Boulanger il y a plus de 10 ans maintenant. Et ce que je constate, si j'essaye de le simplifier vraiment en trois approches les plus simples possibles à appliquer, ce que je constate, c'est que on peut s'engager sur 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est un verbe d'action, c'est écouter et comprendre. Passer de cette société où je veux tout le temps persuader et convaincre à écouter et comprendre. Prendre le temps d'écouter battre le cœur de mon entreprise. Laisser sa place au silence. Et puis m'intéresser de façon très précise aux gens avec lesquels je bosse. Qu'est-ce qui les anime? Qu'est-ce qui les met en joie? Qu'est-ce qui les inquiète? Et puis qu'est-ce qu'ils ont comme difficulté? Et évidemment, écouter, comprendre et agir, parce que si j'écoute et je comprends mais j'agis pas, ça sert à rien. Je vous donne un exemple. La manufacture de Senlis. La manufacture de Senlis, c'est 300 artisans qui sont plutôt des femmes, plutôt des mères de famille, et qui font des sacs pour une grande marque de luxe française. C'est un métier ultra difficile. Ils travaillent des cuirs qui valent une fortune. Il n'y a pas le droit à l'erreur. C'est vraiment voilà. La première décision que cette entreprise a prise quand ils ont créé la boîte il y a 10 ans, c'est de créer des horaires flexibles. Vous venez quand vous voulez de 7h du matin à 9h du matin et vous repartez quand vous voulez de 16h à 18h30. Ce qui vous permet, quand vous êtes mère de famille, de soit déposer vos enfants, soit d'aller les chercher, et donc de tout donner dans votre boulot quand vous êtes au boulot, et de ne pas avoir la tête prise par autre chose quand vous pensez à vos enfants notamment. Écouter et comprendre. Le deuxième axe sur lequel moi j'invite vraiment à bosser, c'est de créer des liens de qualité. Créer des liens de qualité, c'est juste prendre le temps d'organiser et de structurer le lien dans l'entreprise. Je ne sais pas si certains d'entre vous suivent les travaux d'Olivier Hamon. Olivier Hamon qui oppose la performance avec la robustesse. Et en fait, un des critères de la robustesse, c'est de créer des liens, des interactions. En interne, ça commence par le recrutement. Hein. C'est de recruter des cœurs, c'est de recruter des gens qui aiment les gens, c'est de recruter des gens qui ont un profond sens du service, c'est de recruter des gens qui sont passionnés par leur métier, par ce que vous faites, par votre activité, par votre entreprise. Et puis aussi, c'est de créer des interactions. On parlait du Covid juste avant. Ce qui a le plus manqué dans les entreprises pendant le Covid, c'est les moments informels. Il y a une étude qui est sortie et c'est les salariés, pour le coup, qui ont répondu. C'est les moments informels. C'est tous les moments inutiles de café, les cafés, les petits-déj, les repas, les anniversaires, etc., qui créent des liens de confiance, qui créent l'interaction. Et puis, j'étais juste avant là dans un autre atelier avec des entreprises qui vraiment modifient leur business. Et finalement, ces liens de qualité, on les crée à l'intérieur de l'entreprise, on les crée aussi à l'extérieur. Toutes les boîtes qui se transforment, 100% des boîtes qui se transforment durablement,
crée des écosystèmes de dingue. Et en fait, on coopère, on fait œuvre commune avec d'autres, parce que les sujets sont tellement complexes qu'on n'est plus capable de traiter les sujets en silo. Et d'ailleurs, pour terminer sur la qualité des liens, quand j'arrive dans une entreprise, je regarde deux choses. La puissance des silos, les territoires, hein. Ah non, mais là, c'est pas moi, c'est lui, hein, c'est pas moi qui s'en occupe. Et les non-dits. Le non-dit, c'est la plaie dans l'entreprise. On en entend tellement parler. Et en fait, si vous avez les silos et les non-dits, la coopération, elle n'est pas possible. C'est impossible de coopérer si je suis pas sûr de ce que va penser mon copain et si les silos sont trop forts. Donc, écouter, comprendre, créer des liens de qualité. Et puis le dernier, c'est de générer la joie. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que vient faire la joie dans cette histoire? En fait, la joie, c'est la source de toute mobilisation durable. On se parle de transformation. Une transformation sans joie, ça va marcher un bout, hein, sous la contrainte, mais à un moment, ça va s'arrêter parce que fait chier, quoi. Et finalement, moi, je me souviens, je vous partage une anecdote très rapide. Quand j'ai commencé à bosser, on m'a dit, Cédric, tes émotions, tu les laisses en dehors du magasin. C'est une hérésie. Émotion en latin, emovere, la mise en mouvement. Donc si je ne reconnais pas mon émotion, ça veut dire que je n'accepte pas de reconnaître ce qui me met en mouvement ou pas. 4 émotions principales, la joie, la peur, la tristesse, la colère. Si je prends la colère, le mouvement que ça génère, c'est un mouvement de confrontation. Il suffit de voir ce qui se passe en Israël et en Palestine en ce moment, et ça se termine jamais, et ça se terminera jamais. La peur et la tristesse sont des émotions qui créent l'inertie, qui m'annihilent complètement. Il suffit de voir l'évolution de nos actions concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique. On a des prises de conscience qui ont fait ça en 4 ans. Tout le monde est hyper conscient. Et des mouvements qui sont comme ça. Ou allez, comme ça, je vais être sympa parce qu'il y a des gens bien dans la salle. Et franchement, si on ne bouge pas, c'est juste parce qu'on a peur. On a peur de perdre du business, on a peur de perdre des clients, on a peur de ne pas savoir embarquer les collaborateurs, on a peur d'être ridicule. Voilà. Et en fait, transformer la peur en joie, bah, ça permet de démarrer un mouvement durable. Et donc la joie dans l'entreprise, enfin, la réflexion que je me fais, mais j'ai peut-être tort, c'est que, bah, en fait, on n'en parle jamais. Ou pas beaucoup, ou très peu. Si, pour l'anniversaire, pour le truc, mais est-ce qu'on peut pas finalement, dans notre tamis de prise de décision, intégrer cette notion de joie et se dire, bah tiens, est-ce qu'on mettrait pas un peu de joie dans notre entreprise, en plus du reste? Voilà, je sais pas du tout où j'en suis, s'il reste 28 secondes. J'ai retrouvé un prompteur, c'est cool. Ce que je voulais juste terminer par une chose. En fait, finalement, quand on prend ces critères-là, de la joie, de l'écoute, de la création de liens, ben on est dans du bon sens. C'est que du bon sens. Mais c'est du bon sens vivant. C'est pas du bon sens interdit. C'est du bon sens qui génère de la valeur ajoutée. Je terminerai juste par une dernière chose qui est importante pour aller jusqu'au bout du sujet. Certains d'entre vous doivent connaître ce fameux TEDx du professeur Waldinger sur qu'est-ce qui rend les gens durablement heureux et en bonne santé. Ça vous parle? Et en fait, qu'est-ce qui rend les gens durablement heureux et en bonne santé? C'est une étude qui dure depuis quasiment 80 ans auprès de milliers de personnes. Et donc, c'est des chercheurs qui ont déterminé, voilà, qui ont réussi à déterminer ce qui rend les gens durablement heureux et en bonne santé. Vous connaissez la réponse? C'est la qualité du lien humain. Ce qui rend les gens durablement en bonne santé, c'est la qualité du lien humain. C'est ça qui nous écarte du cancer et des maladies chroniques. Alors quand vous mettez le cœur au cœur de votre entreprise, vous lui donnez les chances de se développer et de se pérenniser, et en plus, vous permettez à vos collaborateurs de vivre vieux et heureux. Merci beaucoup.